rencontrer quelques-unes dans un premier temps à travers ce premier panel. Je propose de débuter tout de suite nos discussions avec ce panel qui aborde la thématique essentielle des femmes et du pouvoir de décision en vue d'un leadership d'impact des femmes et des pouvoirs de décision pour aller sur des sphères avec des enjeux cruciaux pour construire des sociétés plus inclusives et plus performantes. Pourtant, les défis restent nombreux en la matière, que ce soit dans le secteur public ou privé. Ce panel sera donc l'occasion, mesdames, messieurs, d'explorer la manière dont les femmes peuvent accéder à des postes de décision et y exercer un leadership transformateur. Pour évoquer tous ces sujets, je vous propose d'accueillir nos premières panélistes. J'ai nommé, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Leïla Bazi, avocate de formation et directrice éthique et conformité. Elle a également créé le podcast Shape Your Career. Bienvenue, Leïla. Manel Bernossi, entrepreneur, qui après 18 ans dans le conseil et la finance, a lancé elle aussi son propre podcast Leaders on Purpose. Zainab Semlali, chef de division chargée de la gestion du domaine public autoroutier de l'Est chez Autoroute du Maroc. Elle nous rejoint ici sur scène. Imen Zawi, directrice générale de CP Maroc, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de produits d'hygiène. Et enfin, Wassima Al-Moutaoukil, Business Unit Manager chez Safran et Nacelle. Bienvenue, mesdames, installez-vous. Cela nous fait un merveilleux premier panel. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous. On va commencer avec Manel Bernossi. Peut-être poser un peu le cadre du contexte dans lequel on évolue en termes de représentativité, de représentation des femmes, notamment dans les organes de décision. Je crois que vous avez quelques chiffres à partager avec nous. Absolument, cher Wadir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Un grand merci tout d'abord à Industrie Maroc Magazine pour l'invitation. Très heureuse d'être parmi vous. Effectivement, Wadir a proposé le cadre et rentrer direct dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on est tenu par le temps. Il y a tellement à dire. On a, je pense, les unes et les autres, beaucoup de choses à partager sur le sujet. On peut parler d'un véritable paradoxe au Maroc, en fait, pour nous toutes qui sommes très fortement engagées pour notre beau pays et nous tenons vraiment à contribuer à son essor. Il y a un paradoxe parce que d'un côté, on a un pays qui avance sur des chantiers vraiment clés. On parle d'aéronautique, on parle de digital, on parle d'innovation, d'énergie renouvelable. Et de l'autre, il semble peiner à mobiliser une bonne partie de sa population avec l'égalité des genres. Alors, si on devait poser un petit peu le cadre et comprendre un petit peu ce qui se passe. D'un côté, on a des filles qui réussissent très brillamment à l'école. Quand on regarde, je pense que vous avez toutes et tous vu la statistique qui a circulé pas mal dans les médias. Quand on regarde les statistiques, 9 des 10 premiers bacheliers sont des filles. C'est absolument exceptionnel quand on regarde les statistiques. 9 sur 10 sont des filles. Et pourtant, quand on regarde la place de ces filles dans le monde du travail, là, il y a quelque chose de dramatique qui se passe et on a vraiment une chute. On est à peine à 19,8% de femmes qui contribuent à l'économie, à l'essor de notre pays. Alors très brièvement, d'autres chiffres que j'ai envie de partager, cher Wadia, juste pour poser un petit peu le contexte. Donc il y a ces 19,8% de femmes. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que même si les filles et les garçons ont le même accès à l'éducation, à la santé, eh ben notre pays se classe 137e sur 146 pays en termes d'égalité des genres. C'est bien derrière d'autres pays en voie de développement. Donc c'est vraiment surprenant. Et enfin, un dernier chiffre que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que si nous toutes et nous tous ensemble, on faisait ce qu'il fallait pour un petit peu plus accélérer les choses, eh ben notre cher pays gagnerait entre 20 et 25% de points au PIB. C'est absolument exceptionnel et ça, c'est des chiffres et avec des études qui l'appuient. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. C'est ce que permettrait effectivement la parité. Imen Zawi, vous êtes particulièrement attentive et sensible à ces questions de représentativité féminine dans le secteur de l'industrie. Quelle analyse vous en faites de votre parcours et votre expérience ? Merci Wadir. Très bien.
Ça marche? Oui, très bien. Merci Wadji. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous. D'abord, avant peut-être de faire le bilan par rapport à l'industrie, je rejoins Madame Baloussi par rapport à son constat, et ce paradoxe est de plus frappant parce qu'à chaque fois que j'ai l'honneur et le plaisir d'aller à la rencontre des jeunes, que ce soit dans les grandes écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, je suis toujours frappée par voir que l'essentiel des gradins est rempli par de jeunes talents féminins. Et très souvent, quand je vois aussi les positions de COMEX, de direction générale dans les grandes entreprises, il y a très souvent très peu de femmes. Et donc c'est là où on se dit qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de déperditions et qu'est-ce qui fait qu'on en perd autant. Surtout que au Maroc, on a la chance d'avoir énormément de femmes ingénieurs. Moi, je me rappelle, il y avait une commission qui venait de Suisse et qui était très jalouse de voir le pourcentage de femmes ingénieurs au Maroc comparé à la Suisse. Donc même par rapport à des pays très développés, nous sommes vraiment bien positionnés par rapport à ça. Maintenant, il faut se dire qu'est-ce qui fait qu'on en perd autant. Et puis là, je pense que notre société est en train de changer. Mais malheureusement, je pense qu'il faut faire aussi le constat que culturellement, on opère encore dans une société qui va mettre énormément de pression pour les jeunes filles pour devenir de bonnes mamans, de bonnes épouses, et faire énormément de pression et mettre énormément de pression sur les jeunes garçons pour réussir. Malheureusement, c'est encore le cas. Et pourquoi j'en parle? Parce que cet élément va beaucoup influencer les choix futurs des femmes. Donc, en industrie, certes, le secteur industriel est l'un des secteurs qui emploie le plus de femmes comparé à d'autres secteurs. Maintenant, malheureusement, on a encore très peu de femmes dans les comités de direction, dans les positions de direction générale, etc. Et là, clairement, on a un rôle à jouer. Et pourtant, Leïla Bazi, ce n'est pas juste un effet de mode ou un appel avec un engagement social. Il y a un véritable impact d'avoir des femmes au sein de différentes structures économiques et notamment dans l'industrie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va dire, aujourd'hui, c'est plus un effet de mode. Travailler pour une meilleure représentativité des femmes dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est plus un nice to have, mais définitivement un must have. De nombreuses études ont démontré que les entreprises plus diverses en termes de genre à tous les niveaux de l'organisation et notamment au top management sont beaucoup plus performantes financièrement. On a estimé 20% de meilleure rentabilité financière. Et Manel, tu as parfaitement illustré aussi la contribution en matière de PIB si on exploitait davantage le potentiel des femmes. Donc, nous devons exploiter le potentiel des femmes, clairement, puisque ce potentiel contribue à la richesse économique du pays et les bienfaits ne sont plus à démontrer aujourd'hui en termes de performance financière, en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes de rétention également des talents féminins dans les entreprises. Plus les entreprises affichent un taux de diversité accru, plus elles attirent également de nouveaux talents et elles arrivent à retenir leurs talents en interne. Je me tourne vers vous, Zainab Semlali, en tant que cadre supérieur au sein d'ADM. Sur la base de ce qui vient d'être dit, quelles sont les caractéristiques que vous mettriez en termes de plus-value derrière le leadership féminin dans le secteur économique? Alors, merci Wadji. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie les industries du Maroc pour la célébration de la femme marocaine. Alors moi, je suis Semlali Zainab. Je suis chef de division de la gestion du domaine public au sein de la Société nationale des autoroutes du Maroc. En fait, effectivement, j'émane d'un secteur qui est prototypiquement codifié masculin. Et c'est le secteur du BTP. Alors, on ne retrouve pas autant de femmes. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous dire, c'est que j'étais dans une réunion interministérielle et quand j'étais sortie pour résoudre un problème d'expropriation, un problème de foncier, on m'a dit, écoute, Madame Semlali, il faut que vous portiez des gants.
Oui, je lui ai dit effectivement, ne vous inquiétez pas, on va tout gérer, on va tout passer grâce à des caractères auxquels j'ai fait appel, des caractères de leadership. Et là, puisque je suis avec des femmes aussi inspirantes et leaders dans leur domaine, lorsqu'on parle de leadership féminin, on parle de leadership à l'humain. On évoque des qualités humain à humain, des qualités, on va dire, de détermination. J'étais déterminée à travailler dans un chantier. Et d'ailleurs, j'ai travaillé dans le chantier de construction de l'autoroute contournement de Rabat, qui contient le pont Mohamed VI. Le pont à Aubané qui a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Et j'étais déterminée à le clôturer. J'avais la passion de ma fonction, la passion du métier que j'exerçais. C'est le foncier. Abstraction faite des défis qu'il présente, abstraction faite des complexités de gestion humaine, de gestion technique. Lorsqu'on est passionné, on est déterminé à atteindre notre objectif. Et aussi la qualité de la constance. La constance, elle est importante pour nous faire prévaloir l'image d'une femme compétente, bien sûr, d'une femme qui a la passion et aussi d'une femme qui a la notoriété et le respect dans son domaine. Voilà, donc c'est ces qualités que je peux mettre en valeur. Un autre secteur de premier plan et de pointe, celui de l'aéronautique, Hersel Safran, je me tourne vers vous, Wassima Moutchaoukil, c'est aussi la détermination qui permet d'en arriver là où vous en êtes arrivé, notamment d'accéder au comité de direction dans un secteur technologique de pointe. Justement, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation pour Industrie du Maroc. Moi, je démarrais par présenter un petit peu mon parcours aujourd'hui et pour le présenter, je vais démarrer par mon enfance. Donc, où j'étais toujours passionnée de voir des avions voler et puis derrière un secteur derrière qui apportait pas mal de questions. Et ce que je veux dire, c'est que mon père, Allah yarhamou, il a consacré sa carrière dans ce secteur, et c'est grâce à lui que j'ai découvert cette passion pour l'aéronautique. Et donc, ingénieur de formation, j'avais démarré dans le secteur automobile et des semi-conducteurs, et puis cette passion m'a guidée par la suite pour aller vers le secteur aéronautique en intégrant le groupe Safran, qui est un leader mondial dans le domaine de l'aérospatial, la sécurité et la défense. Et d'ailleurs, c'est le premier acteur aéronautique au Maroc. Donc, j'ai démarré dans plusieurs fonctions et dans différentes filiales. J'ai pu relever plusieurs challenges, je dirais, en contribuant à des projets de grande envergure. Et puis derrière, aujourd'hui, je suis fière de dire que je fais partie du comité de direction de Safran Nacelle, un comité qui présente une parfaite parité en termes de présence féminine, avec 50% de femmes qui sont dans le poste de direction, dans des postes clés notamment. Donc, comme vous le savez, le secteur aéronautique, c'est un secteur qui est extrêmement exigeant. Et donc, pour évoluer dans ce secteur, cela est un réel défi qu'on relève tous les jours aujourd'hui au sein du comité de direction. Donc, il faut vraiment avoir de la passion, il faut être force de proposition, il faut être déterminé, bien évidemment, et puis il faut être agile pour faire face aux différents défis, aux différents aléas qu'on peut avoir. Donc, juste pour résumer, mon parcours jusque-là, il est vraiment un réel chemin de transformation à la fois sur le plan personnel et professionnel. Vous évoquiez effectivement ces challenges qu'il faut relever. Je reviens vers vous, Manal Belnossi, pour nous éclairer là-dessus, d'abord de par votre parcours et puis de par vos connaissances. Les principaux obstacles à vos yeux qu'il faut relever lorsqu'on tend, en tant que femme, vers un poste de direction, de décision.
Effectivement, on peut réfléchir à cela sur plusieurs aspects. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un triple plafond de verre. Un triple plafond de verre, il y a d'abord on va dire des freins externes ou structurels. Je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Enfin, la sécurité dans les transports, peut-être l'inadéquation d'accompagnement à un certain âge, des structures pour la petite enfance. Enfin, toutes ces choses-là, je pense que nous sommes suffisamment conscientes de ces aspects-là, plus le fait de l'adéquation des compétences au marché. Il y a un autre point qui est extrêmement fort, et là je vous rejoins Madame Zawi, c'est le côté social, culturel. Et là encore, je lisais une étude récente que j'ai envie de partager avec vous, c'est un cabinet de conseil, pour ne pas le citer, qui a fait une étude sur 6000 personnes, sur 6 pays africains. Et le résultat est tout à fait édifiant. Il y a 50% des Marocains interrogés, hommes et femmes confondus, estiment qu'une femme ne devrait pas travailler si son mari ou son père gagne suffisamment pour subvenir aux besoins du foyer. Ça, c'est une réalité au sein de notre pays, c'est les statistiques qui parlent. Et si on compare cela avec le benchmark de l'Afrique subsaharienne, on est seulement à 12%. Donc ça veut dire d'autres pays africains ne partagent pas forcément ce point de vue-là. Et pire encore, il y a une autre statistique intéressante à avoir en tête. 90% des hommes marocains déclarent que les femmes doivent poursuivre des études, oui, mais pas pour acquérir une indépendance financière, simplement pour être respecté et cultivé. Et en fait, là, on est entre nous, donc on peut se permettre de dire ces choses-là, parce que ça fait partie de notre réalité, de notre quotidien, mais ce sont des choses qu'il faut absolument lever. Et enfin, le troisième sur lequel j'aimerais vraiment insister aujourd'hui, c'est un frein qui est plus invisible, plus insidieux, j'ai envie de dire, c'est les freins et les barrières que nous nous mettons nous-mêmes, en fait. Et je pense que c'est le combat que j'ai choisi au travers de mon podcast, et je sais que le tien aussi, Leïla, planche sur ça. C'est tous les volets sur le syndrome de l'imposteur. C'est tout ce qui est ne pas oser prendre sa place avec toutes ces barrières que nous nous mettons nous-mêmes dans nos têtes. Et je pense que le travail, certes, il est à faire à l'extérieur, mais il est aussi à faire nous-mêmes avec nos propres barrières et limites. Voilà. Je voyais acquiescer Leïla Bazi, effectivement, ce sont des thématiques auxquelles vous êtes particulièrement sensible à travers Shape Your Career. Il y a un gros travail psychologique à faire vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Alors il y a un gros travail effectivement à faire sur soi-même, sur nous les femmes d'une manière générale, pour abonder dans ton sens, Manel, le syndrome de l'imposture. Je pense que nous sommes nos premières ennemies. Et dans mon podcast, justement, j'essaie d'outiller les femmes pour devenir leur premier allié. Et indépendamment des facteurs extérieurs, société patriarcale dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui, l'absence d'application des dispositions juridiques. Aujourd'hui, nous avons des réglementations au Maroc qui interdisent les discriminations genre, notamment en matière de recrutement, en matière d'égalité salariale. Mais aujourd'hui, je pense que le premier frein sur lequel nous devons travailler, c'est le nôtre. Avoir confiance en soi, développer son estime en soi, pouvoir casser ce plafond de verre que j'appelle interne, qui est alimenté par toutes ces croyances limitantes qui sont finalement que le fruit de notre imagination. Ce sont des croyances qui résultent de notre éducation, d'un héritage socio-culturel, et tous ces freins, ces barrières invisibles peuvent impacter l'évolution de carrière des femmes. Et nous sommes les premières actrices pour pouvoir lever ce premier plafond de verre interne, pour pouvoir par la suite avoir l'énergie et la force suffisante pour aller percer les autres plafonds de verre. Donc un gros travail sur soi, et toutes ces croyances limitantes ne sont que le fruit de votre imaginaire. Et la perception, pour terminer là-dessus, généralement, la perception que l'on va avoir de nous-mêmes est bien plus stricte que la perception que vont avoir les autres de nous-mêmes. Ils vont être moins exigeants, et cette pression et cette exigence que les femmes vont se mettre vont les bouffer de l'intérieur et vont les empêcher de prendre l'espace qu'elles méritent dans le monde de l'entreprise, et ainsi se priver d'opportunités de contribuer à un monde plus égalitaire. Alors le constat est fait. Envisageons les aspects solutions. Iman Zawi, comment en tant qu'individu, militante ou militant,
engagé sur ces questions-là, en tant qu'institution, en tant qu'entité économique, on peut faire en sorte de faire avancer les choses et de faire reculer ces préjugés, ces stéréotypes? Alors déjà, il y a de gros challenges et défis qui attendent notre cher pays, avec un potentiel de développement juste extraordinaire. Et il ne pourra pas le faire en se coupant de 50% de la population. Et je suis même intimement convaincue que c'est nous les femmes qui allons faire la différence sur les 10 prochaines années, Inch'Allah. Donc ça, j'y crois fortement. Et donc, on a tous un rôle à jouer en tant qu'institutionnels, en tant que médias, en tant que législateurs, en tant que politiciens, mais surtout en tant qu'organisation. Et donc là, moi, en tant que dirigeante d'une entreprise, je pense qu'en termes de société, le plus, on va créer des environnements inclusifs qui permettent aux femmes puissent se développer et ces environnements qui offrent une certaine flexibilité. Alors, si on veut attirer et retenir les meilleurs talents féminins, il faut qu'on comprenne qu'une femme, durant sa vie, aura des moments où elle sera moins disponible. Elle aura des moments où elle va partir en congé de maternité. Elle aura des moments où elle va devoir quitter une réunion parce que son enfant est malade. Et c'est pas pour autant qu'on doit lui mettre une étiquette ou qu'on doit la cadrer parce qu'on se coupe d'un talent. Donc il faut vraiment qu'on crée ces environnements inclusifs qui offrent une certaine flexibilité, qui combattent toute forme de discrimination. Et ça encore, c'est important. Si une femme de retour de maternité, de congé de maternité, on lui dit vous n'aurez pas d'augmentation de salaire parce que vous n'avez pas été là pendant 6 mois, ben on va la perdre. Donc vraiment combattre toute forme de discrimination, mais aussi lever ces biais inconscients dont parlait Madame Banousseïla là tout à l'heure, c'est que des fois, on prend des positions parce que c'est juste une femme. Elle ne pourra pas faire ça, elle ne pourra pas faire telle position, elle ne pourra pas gérer telle situation compliquée, etc. Et donc, il y a vraiment un travail de sensibilisation et de formation qu'on doit faire. Mais en termes, ça c'est en termes d'organisation, mais aussi en tant qu'individu. Et surtout, nous, les femmes, on a aussi un rôle à inspirer les jeunes, à leur dire que c'est possible, que même en n'ayant rien d'extraordinaire, on peut réussir dans sa carrière et arriver à des positions très élevées dans des entreprises et ne pas les garder avec ce plafond de verre sur la tête. Et là encore, ce genre de forum où on parle, aller vers les jeunes, dans les écoles, dans les universités, partager humblement chacun de nous son parcours, permettra à ces jeunes femmes marocaines de se projeter. Maintenant, le cadre dont j'ai dit et le système de valeurs qu'on met dans l'organisation est bon, mais il n'est pas suffisant. Et moi, je peux vous dire, par expérience, moi, j'ai fait partie de grandes entreprises avec un système de valeurs très élevé, de gender balance, mais j'ai eu aussi à faire face à des situations où des femmes dans mon équipe me disaient je recrute ce poste, oui, j'ai cette jeune fille, elle est très bien, mais elle vient de se marier, je la prends pas. Je dis, je comprends pas. Elle me dit, ouais, elle vient de se marier, elle va certainement avoir un enfant dans pas longtemps et elle partira en congé de maternité. C'est-à-dire que même si on a le cadre, chacun de nous, dans sa position, il faut vraiment qu'on stoppe un certain nombre de pratiques. De la même manière, encore une fois, j'ai vécu la même société, il faut juste peut-être changer de région. Encore une fois, peut-être on reporte à l'Europe, si demain on reporte à Middle East, ben oui, malheureusement, même s'il y a la culture de l'entreprise, il y a aussi les personnes qui sont dans l'entreprise qui pourront agir différemment. Et peut-être que pour eux, ils vont être contents d'avoir des femmes dans leurs équipes parce que ça aide à arranger la gender balance target qu'ils ont. Mais peut-être que culturellement, ils ont plus l'habitude d'avoir des femmes qui complètent un peu le statut de monsieur, mais qui, voilà, soient là, prendre le poste, arrange ma gender balance, mais ne challenge pas trop ce que je dis. Et c'est là où on a un rôle à dire, le cadre est là, mais il faut qu'on agisse. Quand on voit qu'il y a des agissements qui sont pas bons, en tant que personne, par rapport aux autres collègues, il faut vraiment faut pas laisser faire. Et justement, vous parlez d'institutions engagées, c'est aussi le cas d'Autoroute du Maroc, Zainab Semlali. En l'occurrence, comment est-ce que ça se manifeste au-delà de votre propre parcours ?
En effet, déjà, je rejoins les panélistes, on va dire. La femme doit déjà se questionner sur son positionnement de femme, sur son positionnement de maman. Et aussi, elle doit prioriser et oser et rêver grand. Et moi, c'est ce que j'ai fait au sein de la Société nationale des autoroutes du Maroc. En fait, je suis pur produit de l'école marocaine et je suis pur produit de l'école professionnelle marocaine. Effectivement, au sein de la Société des autoroutes du Maroc, au tout début, j'ai pris le poste de chef de la cellule d'études de contrôle qualité et je gérais et je manageais les projets de construction et on m'a donné l'opportunité de manager des équipes et d'être sur des projets d'envergure, sur des projets qui assurent le développement de notre pays. Effectivement, en second lieu, la Société nationale des autoroutes du Maroc, elle croit en ces femmes. Elle croit en leur capacité d'engagement et en leur méritocratie dans les postes de décision, puisque effectivement, après avoir passé l'expérience du chantier, je suis passée au management transversal stratégique des projets. J'ai siégé au sein d'un comité de gouvernance. Donc, moi, je pouvais être force de proposition au sein du comité de gouvernance. Et voilà, par après, mon expérience professionnelle m'a amené à la gestion d'une division chargée du domaine public. Et le domaine public, c'est aussi un domaine qui est complexe par sa procédure, complexe par ses divers volets d'ordre socio-économique et juridique et réglementaire. Donc, effectivement, ADM octroie, la Société nationale des autoroutes du Maroc, octroie la responsabilité à ces femmes. Aussi, c'est une entreprise publique qui célèbre ces femmes qui sont talentueuses et ainsi elle donne le modèle. Elle donne le modèle à ces jeunes femmes recrues fraîchement. Donc effectivement, voilà, c'est ça, c'est l'exemple de l'entreprise. Politique d'entreprise. C'est aussi le cas au sein de Safran Hersel. Comment ça se caractérise concrètement chez vous? On a vu l'exemple là d'ADM. Alors, chez Safran Hersel, on est sur une stratégie proactive pour renforcer la présence féminine. Et donc, ça démarre bien avant l'intégration de la femme dans l'entreprise. Donc, on est notamment dans les parcours scolaires et universitaires. Donc, on a pas mal de partenariats avec des écoles d'ingénieurs et des universités. Donc, nous organisons des visites pour vraiment donner l'opportunité aux jeunes étudiants et étudiantes pour découvrir le métier et s'imprégner de ces valeurs. Et derrière, ça fait énormément plaisir de voir effectivement qu'il y a autant de jeunes étudiantes dans les écoles, mais derrière, qu'est-ce que ça devient par la suite? C'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'IMA, qui est l'Institut de métiers de l'aéronautique. Et donc, c'est un institut qui est spécialisé dans la formation des jeunes et pour nos futurs embauchés. Et du coup, aujourd'hui, nous veillons à ce qu'une représentation féminine forte soit là dès le démarrage du parcours de formation. D'autres exemples, c'est des partenariats avec des associations d'accompagnement de jeunes étudiants brillants dans l'enseignement public et qui ont besoin d'accompagnement financier, et notamment il y a tout un processus d'accompagnement qui se fait tout au long de leur parcours de formation. Donc là, c'est un peu en amont, mais bien évidemment, au sein de l'entreprise, il y a plusieurs dispositifs d'accompagnement déjà
d'identification des talents, hein, parce qu'on parle de talents, mais il faut aussi bien identifier les talents aujourd'hui qu'on veut accompagner et qu'on veut guider vers des postes de gouvernance. Donc on a un processus qui est adapté par rapport à ça et qui permet, avec un programme qu'on appelle Boost Talent, qui permet d'accompagner ces femmes, de les guider à travers des systèmes de mentorat et aussi un accompagnement beaucoup plus personnalisé avec des coachs qui permet de les préparer pour des postes de gouvernance. Et quel impact ça a concrètement, que ce soit sur les cadres ou les nouvelles recrues, là en l'occurrence? Alors, la diversité, clairement, ça a un impact très considérable sur la performance. On a parlé de performance d'entreprise, d'innovation et aussi d'image d'entreprise. Donc la performance, je peux illustrer ça parfaitement pour le cas de Safran Nacelle où clairement c'est un site qui a démarré en 2006 avec quelques opérations de sous-traitance vers d'autres grands sites industriels et aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, nous sommes devenus le plus grand site industriel de fabrication de nacelles, notamment pour le compte de plus grands avionneurs, notamment Airbus et Rolls-Royce. Donc en parallèle à ça, on est sur les meilleurs standards industriels. Et on a démontré, à travers notamment ce modèle de leadership inclusif, qu'on est passé du modèle un peu low cost vers best cost. Donc ça, si ça se fait, c'est vraiment grâce à l'acharnement et à l'implication des équipes, notamment des femmes, qui sont aujourd'hui, qui contribuent activement dans le développement du site et également qui participent à cette belle aventure de l'aéronautique au Maroc. Manal Bernossi, on voit de voir quelques exemples concrets de solutions, d'actions qui sont mises en œuvre. Si on devait les résumer, qu'est-ce qu'il faudrait adopter comme mesure pour justement favoriser cette égalité des genres ? Alors il y a des mesures à plusieurs niveaux. D'abord une volonté politique forte, bien évidemment, et je pense que là nous avons la chance d'avoir l'appui au plus haut niveau de Sa Majesté par rapport à cette vision-là, la Constitution aussi qui instaure cette égalité, donc au niveau des codes, on va dire au plus haut niveau est lié. Maintenant, il faut que ça suive au niveau des instances et on peut s'inspirer encore une fois de benchmark. Si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite qui ont fait un bond exceptionnel juste en 8 ans, ils sont passés de 20% à 34%. Après, j'aimerais souligner 2 autres points, l'importance de la sensibilisation et des rôles modèles. Et là, j'aimerais saluer une initiative en particulier qui a été faite par l'association Mentorel, qui ont édité un livre, Les Intrépides, l'Ouarat, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un livre qui partage des parcours de femmes d'exception et où nous avons besoin de cela. Nous vivons dans une société du vivons caché, vivons heureux. Et la réalité, c'est que dans un monde qui est fortement connecté, fortement médiatisé, ce modèle ne fonctionne plus. On a besoin de voir à quoi ça correspond, d'être femme, maman, épouse, sœur, amie, et de pouvoir réussir malgré tout ça et de ne pas avoir à faire de choix. Moi, je n'ai pas envie de choisir entre ces casquettes-là. Et donc, l'importance des rôles modèles est extrêmement important. Le deuxième volet que j'aimerais citer au niveau des entreprises, tu le citais tout à l'heure avant de me jeter dans l'entrepreneuriat, j'ai fait 18 ans dans le monde corpo et là aussi j'aimerais saluer la vision de Casablanca Finance City qui m'a permis pendant 2 ans d'être à 50% de temps, c'est-à-dire j'étais jeune maman de jumeaux et j'ai pu pendant 2 années être 50% de mon temps en entreprise et 50% auprès de mes jeunes enfants. Donc cet ajustement-là est extrêmement important, ça fidélise d'autant plus la personne, ça lui permet de performer. Et j'aimerais finir sur l'initiative du We4She, qui est un autre réseau dans lequel je suis investie, qui est un réseau adossé à l'Africa CEO Forum et qui œuvre pour une plus grande représentativité des femmes dans le monde, dans les instances décisionnelles, et qui a mis en place un outil très précis qui est la charte du genre. Donc les entreprises signataires de la charte du genre, elles en fait s'engagent sur 4 principes qui sont 1, la mixité dans le recrutement, 2, l'équité dans la rémunération, la mixité dans le management
et le comité exécutif, et enfin la mixité dans les conseils d'administration. Donc les outils sont là, les associations, les réseaux sont de plus en plus là, il faut juste aller à la rencontre de ces solutions-là pour qu'on puisse créer ce changement. Les outils, les solutions sont là. On a aussi peut-être besoin, Leïla Bazi, parfois quand on est chef d'entreprise ou quand on dirige un groupe, besoin d'accompagnement, parce qu'on peut vouloir faire mais ne pas savoir comment. Oui, alors je voudrais revenir aussi sur la culture d'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment le starting point. Une entreprise qui souhaite prôner les valeurs de diversité, d'égalité, genre, doit vraiment porter ces sujets-là au cœur de l'ADN de sa vision et de sa stratégie d'entreprise. Et que le top management et à toutes les strates de l'organisation, ces valeurs soient véritablement incarnées et véhiculées à travers l'organisation. En termes d'accompagnement, il y a beaucoup de professionnels qui accompagnent à la mise en place de stratégies genre, à identifier des actions concrètes. Tu en as évoqué certaines, Manel, notamment le mentoring qui a été abordé, le coaching également, des talents féminins, comment est-ce qu'on souhaite accompagner et faire grandir nos talents féminins et les accompagner au next level, la sensibilisation, les formations. Il y a un point dont on n'a pas parlé que je souhaiterais également ajouter, c'est le rôle qu'ont les hommes également dans le développement du potentiel des femmes. Et pour moi, il est indispensable. Ça va de pair, c'est-à-dire que cette évolution, ce changement, c'est les hommes et les femmes main dans la main. C'est-à-dire que les femmes ont besoin également d'avoir des alliés qui vont porter la cause féminine, qui vont être le porte-voix de toutes ces femmes qui ont envie de grandir dans l'organisation et qui ont parfois du mal parce qu'elles ne savent pas comment faire, parce qu'elles n'ont pas les codes. Et messieurs, parfois, même si les choses changent, vous êtes plus familier avec les codes du monde de l'entreprise, parce que le monde de l'entreprise a été créé au départ pour les hommes, par les hommes, avec leurs propres règles. Et c'est main dans la main qu'il faut déconstruire ces règles qui ont été créées par les hommes pour intégrer de nouveaux référentiels. Et des référentiels qui soient plus équilibrés avec la réalité des besoins que nous rencontrons en tant que femmes dans le monde de l'entreprise. Imen, tu l'as évoqué tout à l'heure. La maternité. Comment est-ce qu'on accompagne une femme à son retour de congé maternité, qu'elle ne soit pas sanctionnée par cette fameuse double peine. Retour de congé maternité déjà difficile, gérer un bébé, pouvoir également continuer de performer comme si de rien n'était, comme si c'était tout à fait normal. Non, il y a beaucoup de choses qui changent chez une jeune maman et c'est pouvoir accompagner cette maternité, ce retour de la maternité. Et messieurs, vous avez définitivement un rôle à jouer également dans ce changement. Et pour moi, le rôle des hommes en tant qu'alliés est fondamental pour soutenir cette évolution et contribuer à ce changement de paradigme pour avoir des référentiels qui soient plus équilibrés et pouvoir contribuer à cet environnement professionnel plus inclusif. Et la dernière chose également que je souhaiterais ajouter, on a parlé de rôle modèle. Et mesdames, c'est un message également pour vous. Je pense que plus vous cultiverez cette authenticité dans vos différents rôles en tant que mère, épouse, travailleuse, cadre, dirigeante, faisant partie du top management, plus vous arriverez à inspirer autour de vous et plus vous contribuerez vous-même à un environnement plus inclusif. C'est-à-dire que en entreprise, on peut avoir beaucoup de choses, on a beaucoup d'outils, on a des politiques d'accompagnement, mais si les femmes ne s'attribuent pas également cette responsabilité individuellement et collectivement, eh ben, je pense qu'on a beau légiférer, on a beau avoir des actions au niveau du gouvernement, mais je pense qu'on obtiendra difficilement du changement. Donc c'est hommes et femmes main dans la main. Et justement, Zainab Semlali, ce rôle de leadership, notamment au sein d'une structure comme celle dans laquelle vous évoluez, comment est-ce que vous entendez le jouer pour avoir cet impact au niveau justement de la parité et quels sont peut-être les leviers innovants que vous pouvez mettre en œuvre? Merci Siwadi. Alors effectivement, déjà, je souligne l'aspect authenticité, parce que lorsqu'on est authentique, on est dans notre féminité. Et lorsqu'on est dans notre féminité,
on peut être engagé sereinement et réaliser en fait nos objectifs de femmes. Après, si on revient à ta question, effectivement, je reviens déjà au foncier. Le foncier, c'est l'instrument de développement. Sans foncier, on peut ni construire, on peut pas maintenir des infrastructures, on va dire. Donc c'est le gérant de toute de tout développement et de toute croissance économique. Effectivement, on était conscient par rapport à son apport, à l'apport du foncier. Et dans la perspective d'impact ou d'avoir un leadership d'impact et tenant compte des complexités du foncier, parce que le foncier c'est un domaine, je vais parler parce que j'œuvre dans ce domaine, c'est un domaine qui a plusieurs complexités de gestion de parties prenantes, des stakeholders. Dans mon travail, je suis ramenée à gérer avec les collectivités territoriales, avec les responsables du ministère de l'équipement et de l'eau, avec aussi les propriétaires expropriés. D'accord ? Et de là, déjà, il faut avoir une communication transparente, fluide et ciblée. Il faut qu'on soit dans la diversité. Il faut qu'on soit dans la diversité cognitive. Quand on est hommes et femmes, on se permet chacun de sa part de partager son avis. Et quand on partage son avis, on se permet de s'accepter. Et quand on s'accepte, on fait une décision, on se permet de faire une décision qui est commune et qui est acceptée dans la différence, déjà. Aussi, on agit dans le sens de la modernisation du métier par le biais de la digitalisation à travers des logiciels spécialisés aussi. La femme, de par son expérience, elle œuvre dans la réussite du knowledge management, de par mon expérience aussi, et aussi la capitalisation des connaissances, et aussi on œuvre dans ce sens pour créer un leadership d'impact, on œuvre à un mode de transfert de données selon un mode just in time, voilà, entre les différentes parties prenantes. Merci beaucoup. Imen Zaouy, peut-être un dernier mot sur quelques recommandations sur la base de ce qu'on vient d'entendre jusqu'à présent, des conseils notamment auprès des jeunes générations qui voient en vous des modèles et qui ont aussi leur rôle à jouer et leur responsabilité à prendre sur ces questions-là. Oui, alors peut-être 3-4 conseils. Le premier, croyez en vous. Et ça se passe chez nous. Alors j'ai tendance à dire, le bon Dieu nous a fait confiance, plus nous les femmes, et il nous a confié à nous de porter des bébés, de donner la vie. Donc si le bon Dieu nous a fait confiance à nous, il faut que nous-mêmes on se fasse plus confiance. Et pourquoi en général les femmes n'ont pas beaucoup de doutes sur leur capacité à faire ce que j'appelle le métier le plus difficile au monde, qui est maman, alors qu'elles ont des doutes sur leur capacité à réussir dans le monde professionnel. Donc, croyez en vous et soyez authentiques. N'essayez de faire les choses comme personne. Vous êtes précieuse parce que vous êtes unique. Donc ça, c'est le premier conseil. Sinon, en général, les jeunes femmes, dès qu'elles se commencent à se projeter en tant que maman ou à créer une famille, elles arrêtent de se projeter dans des positions plus élevées. Et c'est là où il faut leur dire, vous n'avez pas à faire ce choix très injuste entre épanouissement personnel ou développement professionnel. Et là, je peux me référer à mon propre exemple. Moi, je dirais le move le plus important de ma carrière, c'est fait en retour de maternité. Et oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est très difficile de laisser un bébé et de revenir. D'accord ? On se sent coupable.
Mais je peux vous assurer qu'il n'existe pas une maman qui ne se sente pas coupable. Même si elle est à la maison, il suffit qu'elle parte au hammam et qu'elle revienne, elle est coupable d'avoir laissé son bébé. Donc, et ne pensez pas que parce que votre boulot, votre job est moins intéressant, que vous allez mieux vous sentir. Au contraire, parce que ce n'est pas facile de laisser un bébé et revenir, votre boulot a intérêt à être très intéressant, parce que sinon vous avez l'impression que ça n'en vaut pas la peine. Donc vraiment ça c'est très important. L'autre conseil peut-être que je dirais aux femmes, c'est ne cherchez pas la perfection. On a tendance à vouloir à ce que tout soit parfait. On aura toujours l'impression qu'on ne passe pas assez de temps avec notre famille, qu'on ne passe pas assez de temps au travail, qu'on n'a pas assez de temps pour voir nos amis, qu'on n'a pas assez de temps pour faire du sport. Les choses ne vont pas être parfaites, mais it's okay. Ne cherchons pas à tout contrôler, à ce que tout soit parfait. Et peut-être le dernier conseil, demandez de l'aide. Parce que voilà, peut-être au risque d'en décevoir quelques-uns, Superwoman n'existe pas. Superman non plus. Donc, il faut demander de l'aide et il faut se faire aider et on n'a rien à prouver. Donc, on essaye de prouver quelque chose, on n'a rien à prouver. On a besoin d'aide par moment. Et encore une fois, dans mon cas particulier, il y a des moments de ma carrière où où la carrière avait pris un peu le dessus. Donc, mon mari a été très présent. Et quand lui, dans sa carrière, il était moins présent, donc moi, j'ai dû reprendre le relais avec les enfants. Et donc, il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Merci beaucoup, Imad Zawi, Leïla Bazi, Imad Al-Barnoussi, Zaïdab Semlali et Wassima Moutsaoukil. Merci mesdames, vous les applaudissez très fort et je vous invite à rejoindre